Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur le discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement réuni en congrès à Versailles. Le chef de l'État a voulu mettre en perspective son action et son mandat. Alors cette prise de parole était-elle utile? Quels sont les points saillants développés par le président? Et maintenant, cap sur l'action et bien sûr tous ces aspects. Le débat avec de nombreux invités à notre compagnie. Et plus largement, nous insisterons sur la répartition des rôles entre le président et le Premier ministre. À Emmanuel Macron, les grandes orientations aujourd'hui. Et à Édouard Philippe, l'exécution et l'agenda demain, mais aussi les nouvelles plus sombres et le discours de gravité sur les efforts à tenir. On en parlera lors du match des idées qui opposera Laurence Parisot, ancienne patronne du MEDEF, au sociologue Michel Viavorka. Enfin, l'entretien avec cette question, y a-t-il sur certains aspects une américanisation de notre vie politique française? Peut-on comparer par exemple le discours à Versailles aujourd'hui à celui de l'État de l'Union aux États-Unis? Notre invité, l'historien François Durper. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Le hashtag OVPL pour toutes vos réactions puis vos questions. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est consacré au congrès à Versailles et aux réactions suite à ce discours. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Ce que nous avons à accomplir, c'est une véritable révolution. Nous sommes ici, vous et moi, pour renouer avec ce courage français qui ne se laisse pas distraire par ceux qui, n'ayant su aller nulle part, sont en quelque sorte revenus de tout. Nous devons, à chaque instant, être à la hauteur de cet espoir français par l'engagement de tous. Certains font de la politique depuis longtemps. Pour d'autres, au nombre desquels je me range, ce n'est pas le cas. Vous soutiendrez ou vous combattrez, selon vos convictions, le gouvernement que j'ai nommé. Mais à la fin, nous savons tous que quelque chose de très profond nous réunit, nous anime et nous engage. Oui, le simple amour de la patrie. Je veux ici vous parler avec franchise de ce que trop souvent on n'ose pas nommer, le terrorisme islamiste et les moyens de le combattre. D'un côté, je rétablirai les libertés des Français en levant l'état d'urgence à l'automne, parce que ces libertés sont la condition de l'existence d'une démocratie forte. Mais d'un autre côté, je souhaite que le Parlement puisse voter ces dispositions nouvelles qui nous renforceront encore dans notre lutte. Elles devront viser explicitement les terroristes à l'exclusion de tous les autres Français. Nous n'y sommes pas allés parce que nous avons parfaitement compris le message. Ce message, quand le président de la République parle avant que le Premier ministre ne l'ait fait lui-même devant l'Assemblée, il se passe quelque chose d'important dans l'ordre institutionnel. Pourquoi ? Parce que quand le Premier ministre fait son discours et sollicite la confiance de la représentation du peuple français, il attend le vote des députés. Et c'est le vote des députés qui lui donne l'autorité d'être le Premier ministre. Voilà pourquoi l'ordre républicain, si l'on s'y réfère, aurait voulu que d'abord le Premier ministre parle, l'Assemblée nationale vote, puis, s'il le voulait absolument, le chef de l'État fasse connaître sa vision d'ensemble. Et là, nous avons été placés dans une situation qui est celle de la monarchie et de rien d'autre. J'entends bien sûr parler, ici et là, mes chers collègues, de dérive monarchique, de pouvoir jupitérien ou d'excès d'autorité à propos de l'adresse du président au Congrès. Mais je vous dis que tenir de tels propos, c'est préférer les petites histoires à l'histoire, à cette histoire qui nous convoque et qui nous jugera. Dans le pays des Lumières et à la veille de l'anniversaire de la déclaration d'indépendance américaine, nous sommes réunis pour inventer l'avenir. Alors foin des cartes d'identité du passé, foin des étiquettes dépassées. La République en marche, elle n'est ni de droite ni de gauche, on l'a beaucoup reproché, elle n'est ni à droite ni à gauche. Comme nous l'a dit, elle n'est pas au milieu, elle est en avant.
Simone Veil occupe désormais une place particulière dans notre mémoire nationale. Survivante de la Shoah, elle a su puiser dans les drames qui ont défiguré notre continent et avili l'humanité, une force qui a fait d'elle une actrice déterminante de l'engagement européen de la France. Elle a joué, au terme d'un combat législatif, concret, difficile et victorieux, un rôle considérable pour l'émancipation des femmes. Elle a toujours agi pour la protection des plus fragiles. La vie de Simone Veil témoigne, plus que tout autre, du prix de la liberté, de la difficulté du combat pour l'égalité, de l'impérieuse nécessité de la fraternité. Observons en sa mémoire une minute de silence. Emmanuel Macron devant les deux chambres du Parlement réunies, Assemblée et Sénat. Le chef de l'État a donc voulu aujourd'hui mettre en perspective son action, son mandat. Alors, y est-il parvenu? Quels sont les points saillants de cette prise de parole dans un cadre inédit en tout début de mandat? Nous insisterons bien sûr aussi sur les réformes, non pas annoncées mais confirmées autour de nos institutions. Et puis, place désormais, dès demain, à la déclinaison concrète des réformes par le Premier ministre. Sur tous ces aspects, le débat ce soir avec nos invités. Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef, éditorialiste politique au Figaro. Nous accompagne Laurent Bouvet, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, politologue, professeur de sciences politiques. Anne-Sophie Beauvais, bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef du magazine Émile, directrice générale de l'association des anciens élèves de Sciences Po. Et Michel Soudet est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint auprès de Politis. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, c'est donc à Versailles, dans l'hémicycle de l'aile du midi du château, qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux parlementaires. Le président est venu pour fixer son cap et il l'a fait non sans une certaine solennité. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Le visage fermé, le pas solennel, en traversant la galerie des bustes à Versailles, Emmanuel Macron n'a rien laissé au hasard. Pour endosser son costume présidentiel, le nouveau chef de l'État entend bien jouer à fond les mécanismes constitutionnels. Sur la forme, tout d'abord en venant livrer un discours lyrique, voire gaulien devant le Congrès, la veille du discours de politique générale de son Premier ministre. Le président est clair, il veut incarner l'autorité de l'État. Le président de la République doit fixer le sens du quinquennat. Et c'est ce que je suis venu faire devant vous. Il revient au Premier ministre, qui dirige l'action du gouvernement, de lui donner corps. Sur le fond ensuite, Emmanuel Macron a voulu fixer son cap et ses ambitions sont larges. Une vision de la France susceptible de fédérer l'adhésion des Français en réformant les institutions et la mécanique parlementaire. L'Europe est aussi l'une des priorités du président Macron. Une Europe qu'il veut réveiller et sortir de sa torpeur. Sur le plan diplomatique, enfin, il prône un dialogue tout azimut. Il reviendra demain à Édouard Philippe de rentrer dans le détail des propositions lors de son discours de politique générale. Voilà, on va entrer dans les détails de ce discours, mais d'abord, depuis plusieurs semaines, Guillaume Tabar, nous n'avions que des images. Avant, on les appelait les cartes postales. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, de ce discours, ça y est, le quinquennat est vraiment lancé? C'est le temps de l'action qui va enfin arriver? C'est un peu un moment de bascule parce qu'à la fois on est encore dans l'image, on vient de le voir dans ces images commentées, cette arrivée solennelle, le visage grave, etc. Donc la scène du « je suis pleinement dans mes habits de président », qu'il nous joue depuis le début et qu'il incarne avec beaucoup de succès, il l'a encore joué aujourd'hui. Ensuite, c'est vrai que maintenant, on va pouvoir commencer à s'intéresser au contenu de ce qu'il dit. Alors, après, c'est une question de sensibilité au style. On peut être ou ne pas être sensible au ton qu'il avait. Voilà, j'entendais dire un ton gaulien. Je crois que De Gaulle mettait peut-être plus d'effet dans la voix qu'Emmanuel Macron en a mis cet après-midi, mais ça à la limite, c'est un détail. En tout cas, je pense qu'il a justifié par l'angle pris par ce discours la distinction des rôles entre le président de la République et le Premier ministre. Ça fait une semaine qu'on s'interroge, on dit mais puisqu'il parle la veille, il va tuer la parole du Premier ministre. Je pense au contraire qu'il va la valoriser au sens où clairement on a deux discours qui sont clairement de deux registres très différents. Et ce qu'a dit aujourd'hui Emmanuel Macron, non seulement ne va pas tuer ce que va dire Édouard Philippe, mais même créer une attente, puisque sur beaucoup de sujets,
notamment tous les sujets économiques et sociaux. On attend vraiment maintenant du concret de la part du gouvernement. Était-ce un discours, Laurent Bouvet, qui justifiait la convocation du Parlement ainsi en Congrès? On a souvent dit, avant que ce discours ne se fasse, que le contenu devait être à la hauteur du moment, du lieu de cette réunion. Est-ce que c'est le cas? Je pense que, et c'est ce que le président de la République a expliqué dans son discours, et c'est ce qu'il avait d'ailleurs annoncé pendant sa campagne, et là il est... comme depuis le début en cohérence entre les deux, il n'y a pas d'effet de surprise et ça change un peu par rapport à ce qu'on a connu notamment dans les deux quinquennats précédents. Il va changer ce moment particulier de l'adresse au Congrès, puisqu'il va en faire un moment récurrent, donc non pas le banaliser, ce serait aller un peu loin, mais en tout cas en faire un moment récurrent, à la manière, je crois que ce sera votre prochain sujet tout à l'heure, du discours de l'État de l'Union. Il a dit dans son discours qu'il allait rendre compte de son action. Donc il va en faire un rendez-vous institutionnel qui lui est permis par la révision constitutionnelle de 2008. Donc le président peut venir en personne devant le Congrès, ce qui n'était pas possible avant. Et il va en faire un moment particulier de communication, mais aussi un moment politique. Parce que là, c'est au début, mais après, quand il y aura déjà eu, évidemment, un certain nombre de décisions, il y aura peut-être des frottements, etc. Donc, ce sera un moment politique. Donc, on n'est plus dans une simple solennité. On se rappelle, par exemple, de François Hollande, au lendemain des attentats de novembre 2015, qui avait fait ce discours extrêmement solennel dans un moment très tragique pour le pays, dans un moment de tension extrême. C'est notamment dans ce discours qu'il avait annoncé, c'était passé un petit peu comme ça au début, la déchéance de la nationalité. Mais là, on est dans quelque chose qui normalise en quelque sorte ce type de discours. Et voilà, c'est une interprétation des institutions. On sait que la Ve République, c'est un régime qui peut être interprété, utilisé, qui peut avoir le système politique peut être assez différent dans le même régime institutionnel. Vous direz s'il est surinterprété tout à l'heure. Michel Saudet, l'initiative, elle n'était pas sans risque. Ça fait quoi, 1 mois et demi après son entrée en fonction que le président tient un discours qui n'est pas un discours de bilan, forcément, puisqu'il démarre. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? La première dissertation philosophique dont j'ai le souvenir, le sujet était « Peut-on parler pour ne rien dire ?» Là, en termes d'annonce, on n'a rien appris de nouveau par rapport à ce qu'il avait dit et annoncé dans la campagne. Donc, on peut s'interroger. Alors, sur la forme, c'est vrai qu'on a eu quand même droit à un discours non pas gaullien, mais pompeux, un discours par moments soporifique et en tous les cas énoncé avec le ton d'un sermon de curé. Et sur la fonction de pourquoi il est venu au Congrès, je crois qu'on le voit effectivement dans les images, comme Guillaume Tabar l'a dit. Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, surjoue tous les aspects de la fonction présidentielle, sans doute pour faire un peu oublier la faible adhésion qu'il y a eu à son projet, à la fois au premier tour, où il n'avait que 24%, le deuxième tour étant gagné essentiellement par rejet de Marine Le Pen. Et on l'a vu encore aux législatives, où sur le projet que présentaient ces candidats, au premier tour, c'était 15% des inscrits, pas plus. Malgré tout, il est président. Oui, mais de fait, le besoin de s'installer dans cette présidence en surjouant toutes les fonctions, en invitant Poutine à Versailles, en multipliant les hommages à chaque occasion. Non, et là, en jouant le Congrès où personne ne peut répondre. Allez-y. J'avoue que moi non plus, je ne suis pas tout à fait d'accord et je vais presque prendre un peu le contre-pied de ce que vous venez de dire. Moi, je pense qu'on a vécu un moment assez fort, malgré tout, au Parlement. Alors, on n'a rien appris de nouveau, c'est peut-être vrai, mais il y a deux choses, moi, qui me frappent. On a un président de la République, effectivement, qui veut retrouver une forme de solennité, de verticalité. Donc, il a voulu nous la démontrer aujourd'hui. On a un président de la République qui a annoncé quand même une réforme des institutions extrêmement profonde. Et moi, je trouve que c'est la moindre des choses, d'une certaine manière, que de convoquer le Parlement dans son ensemble et d'aller leur expliquer comment tout cela va se transformer. Ce ne sont pas de petites transformations. C'est quand même des transformations importantes. C'est des transformations dont on parle depuis longtemps. C'est vrai, il n'est pas le premier à faire ce type d'annonce, mais il est quand même le premier à dire je vais le faire et voilà le calendrier
calendrier que je vais vous proposer pour le faire. Et d'ailleurs, c'est un calendrier quand même qui est assez exigeant. Et moi, si je peux me permettre, il y a une forme de sincérité, en tout cas dans la personnalité d'Emmanuel Macron, que je voudrais souligner. Moi, je dirige l'association des anciens élèves de Sciences Po, donc j'ai suivi de loin, mais malgré tout, j'ai suivi un peu le parcours d'Emmanuel Macron. Il se trouve qu'il était dans la même promotion que moi. Il se trouve qu'on l'a interviewé quand il était banquier chez Rothschild, et que à ces différentes, il se trouve aussi qu'il est revenu à Sciences Po pour remettre des diplômes en 2015 à la promotion qui sortait alors qu'il était ministre de l'économie. Et dans chacune de ses prises de parole, que ce soit devant les étudiants en 2015 quand il était ministre de l'économie, que ce soit quand on l'a interviewé en 2010 quand il était banquier chez Rothschild, il a dit des choses qui font véritablement écho à ce qu'il fait aujourd'hui. À l'époque, quand il était banquier chez Rothschild, donc en 2010, on lui dit: est-ce que vous envisagez de faire de la politique? À l'époque, il nous répond: non, j'envisage pas de faire de la politique parce que la façon dont la politique se fait aujourd'hui, ça ne me convient pas. Il y a une forme très clanique de la politique, il y a une gérontocratie qui, moi, ne me convient pas. Et si je fais de la politique un jour, j'aimerais le faire à mes propres conditions. Quand on relit aujourd'hui cette interview, c'est assez frappant. Quand il vient voir des étudiants en 2015 et qu'il remet les diplômes, il leur dit: moi, j'ai 2 messages à vous faire passer. Et quand on relit ces 2 messages, c'est assez, quand on les réécoute, c'est assez frappant. Il leur dit: je vais vous demander d'oublier tout ce que vous avez appris et je vais vous demander de réinventer les choses. Ne vous mettez jamais dans les pas de ceux qui vous ont précédé. Il y a une cohérence. Donc il y a une grande cohérence. Il a changé le mode de conquête du pouvoir et d'une certaine manière, il veut, alors je ne jugerai pas sur le fond, mais en tout cas aussi un peu modifier l'exercice. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans l'analyse qu'on en fait, Guillaume Tabar et Laurent Beauvais? D'un côté, on dit il n'a rien dit, d'un autre côté, on dit heureusement qu'il n'a rien dit puisque le Premier ministre va s'exprimer demain. Mais c'est un peu là. Moi, on peut livrer une analyse critique de la présidence d'Emmanuel Macron, de ses différents actes, d'une communication parfaitement maîtrisée. Je sais que dans la presse, il y a ça discute un peu parce que effectivement, ils rompt avec ce que ne devrait pas dire un président de fameux Hollande. Hein. Un président ne devrait pas dire ça parce ou Sarkozy qui était tout le temps à tu à toi avec les journalistes, etc. Bon, quand il ne lit pas un discours, il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Voilà. Alors moi, quand on fait de l'analyse politique, il faut on peut avoir ses opinions et je respecte tout à fait l'engagement des uns et des autres et j'en ai moi-même. Mais il faut essayer de voir les choses de manière à peu près juste et telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on peut reprocher sans arrêt et continuer à dire que Emmanuel Macron n'est pas légitime parce qu'il a eu tant de pourcents d'inscrits. Si on fait le compte en inscrits, il faut aussi dire que Jean-Luc Mélenchon a eu 2% des inscrits aux législatives. La France Insoumise, c'est 2% des inscrits. Donc moi, je veux bien qu'on fasse un procès de légitimité, mais quand j'entends Jean-Luc Mélenchon sur la place de la République qui dit voilà, c'est une atteinte à la République, etc., il faut raison garder. On peut critiquer, et j'espère qu'on va y venir ensuite dans le débat politique dans les mois prochains, les mesures de politique publique, la loi travail, etc. Il peut y avoir des affrontements. Simplement, là, ce procès en illégitimité permanent à Emmanuel Macron, il a été élu président de la République, et quand on entend « il ne dit rien de nouveau », il n'a pas fait d'annonce, mais il aurait fait des annonces qu'il n'avait pas faites pendant sa campagne. Qu'est-ce qu'on entendrait? On entendrait « mais il trahit le contrat passé avec les Français ». Il a une certaine clarté, contrairement à ce qu'ont fait les derniers présidents de la République. Rappelez-vous Jacques Chirac en 1995, avec les grandes grèves 6 mois après, parce qu'il y a un 180 degrés par rapport à sa campagne. Nicolas Sarkozy, qui fait une campagne en 2007, où il est sur le travail, la nation, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est le bouclier fiscal, on s'aperçoit que ça se réduit quand même très rapidement, plus ensuite la crise qui modifie la donne. Bon, François Hollande, on n'y revient pas, tout le monde sait ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, il a dit voilà. Il a appris de ses échecs, de ses difficultés des présidents précédents. Il a dit, moi, je vais vous dire ce que je vais faire. Et il l'a dit clairement. Rappelez-vous l'épisode entre les 2 tours de la présidentielle à Amiens, sur le parking de la société... Whirlpool, voilà, pardon, je cherchais le nom. Il y avait eu cette histoire avec Le Pen, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il va voir les ouvriers? Il leur dit, voilà. Moi, voilà ce que je vais faire. Vous n'êtes pas d'accord, parce qu'ils savent qu'il va y avoir un plan social. Il dit voilà, je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas de plan social. Ça, c'est pas possible. Je ne vous promets que ce que je pourrai tenir. Donc, est-ce que c'est une sincérité? Est-ce que c'est une manipulation politique? Est-ce qu'il est très habile? Est-ce qu'il est machiavélien, etc. Peu importe. En tout cas, il dit ce qu'il va faire.
Il avait annoncé les ordonnances. Il n'a pris personne en traître sur les ordonnances sur la loi travail. On peut être contre, on peut dire, mais c'est pas une façon de faire, etc. Très bien. Mais il l'avait dit. Donc on ne peut pas lui reprocher de redire et d'annoncer ce qu'il a déjà dit plusieurs fois, et en même temps de se dire mais il trahit, etc. Enfin, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On peut critiquer, mais il va falloir peut-être changer un peu de registre, je dis ça très amicalement, pour essayer d'aller plus au fond. Parce que le côté, il est illégitime, c'est le monarque, etc. Mais enfin, les institutions, ce n'est pas lui qui les a faites. Il était illégitime. Je suggère juste que ça fait un peu cher à payer, organiser un congrès, pour répéter des choses qui ont été dites dans la campagne intégralement. On peut effectivement dire que ça coûte assez cher. Moi, je suis... tout ça pour asseoir une posture. Je trouve que ça coûte aussi assez cher. Il y a eu quand même pour tous les congrès. Des réformes qui ont été annoncées, mais confirmées, on va en parler. C'est vraiment un big bang au niveau des institutions. Encore un mot quand même, Guillaume Tabar, sur le cap, l'exercice toujours délicat. Mais tout à l'heure, Michel Houdet a esquissé, il a dit philosophie. On peut rajouter philosophie politique. Peut-être nous n'y sommes plus habitués à ces discours de philosophie politique, mais c'était une tradition aussi dans notre pays. Oui, alors je voulais d'abord juste rassurer Michel Houdet sur un point. Il a dit de manière un peu péjorative qu'on avait l'impression d'entendre un sermon de curé. Je voudrais le rassurer. Il y a des prêtres qui font des sermons captivants et qui savent mobiliser tout leurs oreilles. Donc, voilà, revenez dans les églises, ça vous consolera peut-être des discours d'Emmanuel Macron. Pour revenir donc à votre question, c'est vrai que, alors après les références, une fois encore on peut discuter du pseudo-lyrisme, etc. Mais il y avait la volonté de donner un substrat de philosophie politique à ce discours. Et je crois que le fil conducteur, c'était toujours le primat du résultat sur la norme, le primat de l'initiative sur la règle. Voilà, il y a, osons le mot, c'est un gros mot, mais une vision libérale de la politique, qui ont dit, pour régler les problèmes, on peut sans fin dire, on va inventer des procédures nouvelles, on va inventer des réglementations nouvelles qui ne règlent aucun problème, mais qui nous satisfont intellectuellement. Plutôt que de se lancer à chaque fois dans des grandes usines à gaz qui ont souvent un effet contre-productif, voyons ce qui marche, voyons ce qui libère l'initiative, voyons ce qui libère l'individu. Il a cité aussi bien sur le plan économique, social, culturel. Ça, c'est un point important. Vous parlez de liberté de l'individu. Là, d'émancipation, même, il a parlé qui touche la politique. Et c'est vrai, ce sont deux visions c'est un peu, pardonnez-moi, quand on regarde aussi d'où vient Emmanuel Macron, il a quand même accompagné Ricoeur pendant longtemps, il a fait des études, pendant quelques années du moins, quand même. La réalité est quand même celle-ci. Il l'a accompagné pendant quelques années. Il a suivi un cursus de philosophie. Donc c'est vrai qu'il a une rhétorique assez originale et qu'on a eu des envolées assez lyriques. On a eu de la philosophie. Donc je pense qu'il faut aussi voir un peu d'où vient Emmanuel Macron. Et cette ode à la liberté, il la porte presque philosophiquement aussi. Bon, on verra aussi comment ça va se décliner dans le temps de l'action. Je voudrais qu'on s'arrête quand même sur les réformes des institutions parce que ça a été le Big Bang qui a été annoncé aujourd'hui. On va voir parce que c'est un agenda qui est très serré sur une année avec une copie ou des propositions à venir des deux présidents de Chambre et de la garde des Sceaux. On voit tout ça avec Stéphane Amalian. C'est à une refonte en profondeur du Parlement à laquelle aspire Emmanuel Macron. Avec une première mesure choc déjà avancée pendant la campagne, la réduction du nombre de parlementaires. Un tiers de moins pour l'Assemblée nationale, le Sénat, mais également le Conseil économique, social et environnemental. Objectif, un travail plus fluide pour les parlementaires qui pourront s'entourer de plus de collaborateurs spécialisés. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnel. C'était là aussi une promesse de campagne. L'introduction d'une dose de proportionnel sera mise en place pour les élections législatives, afin que soient représentées toutes les sensibilités politiques. Le président ne donne pas plus de détails, tout dépendra donc de la dose de proportionnel qui sera proposée. Sachons mettre un terme à la prolifération législative. Emmanuel Macron souhaite également une simplification du travail législatif, avec moins de lois pour mettre un terme à l'inflation législative. Le chef de l'État propose de légiférer plus vite et plus efficacement, avec des navettes parlementaires simplifiées et la possibilité de voter certaines lois directement en commission. Je souhaite qu'une évaluation complète de tous les textes importants, comme aujourd'hui celle sur le dialogue social ou encore sur la lutte contre le terrorisme, dont nous avons récemment jeté les bases, soit menée dans les 2 ans suivant leur mise en application. Autre exigence, plus de contrôle. Le chef de l'État souhaite une évaluation des textes votés et n'exclut pas d'abroger d'anciens textes devenus inutiles. Enfin, dans la logique du renouvellement voulu par le président,
une limitation du cumul des mandats parlementaires dans le temps sera mise en place. Arrêtés par de vieilles habitudes. Et il justifie ces réformes institutionnelles par l'efficacité. Ce sera l'un des 3 principes clés, dit-il, de son action. Michel Soudet, est-ce que selon vous, réformer nos institutions, ce sera un gage d'efficacité pour l'action politique, publique et donc au final pour le citoyen? Mais la réforme des institutions, tout le monde la réclame, mais tout le monde ne réclame pas la même. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y a un large accord sur le non-cumul des mandats dans le temps, etc., qui est une mesure qui est effectivement réclamée. Les navettes simplifiées, la possibilité de voter les lois en commission uniquement et la dose de proportionnelle, ça fait débat, pas pour les mêmes raisons. La dose de proportionnelle, c'est effectivement, on ne sait pas à quel niveau il situe la dose. Est-ce que c'est juste une petite correction ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus large? Et pourquoi instaurer 2 types de députés, des députés qui seraient élus d'un territoire et d'autres qui seraient élus à la proportionnelle sur des listes, qui n'auraient pas forcément les mêmes rapports aux électeurs? Pourquoi ne pas faire tout simplement une proportionnelle? Sur les navettes simplifiées, c'est sa volonté d'aller vite. Est-ce que c'est efficace? Non. Et ça dépossède largement les parlementaires de leur possibilité d'amendement. Mais sauf que la réforme, c'est un tout, parce que, si j'ai bien compris ce qu'il propose, la réduction du nombre de parlementaires s'accompagne également d'un renforcement des moyens pour les parlementaires de travailler, plus de collaborateurs, plus d'experts pour travailler le fond des sujets. Et si aujourd'hui l'Assemblée est contrainte de faire 1, 2, 3 navettes, peut-être que si on avait vraiment le personnel qualifié sur le plan juridique, administratif, économique, pour travailler sérieusement d'une manière approfondie les textes, une lecture dans chaque assemblée et ensuite le CMP classique suffirait à faire un travail de qualité, peut-être plus qu'aujourd'hui avec 3 lectures. Il y a les navettes, il y a quand même la réduction du nombre de parlementaires, il y a la dose proportionnelle. Il faut dire que ce ne sont pas, Laurent Bouvet, des réformes qui se mettent d'un claquement de doigts. Non, parce que pour la dose de proportionnelle, il faudra un redécoupage. Et là, c'est toujours délicat de découper. Oui, ce n'est pas une petite réformette qu'il a proposée, c'est une réforme importante. Et moi, j'y ajouterais aussi tout l'aspect contrôle. C'est-à-dire renforcer le rôle du Parlement, c'est aussi renforcer le Parlement n'est pas uniquement là que pour faire la loi, fabriquer la loi. Il est aussi là pour contrôler. Et ça répond, et je suis assez étonné qu'il y ait des critiques, notamment venues de la gauche, de ce point de vue-là, parce que ça répond à l'exigence du contrôle des élus, de cette espèce de deuil démocratique qui regarde les élus dans ce qu'ils font et contrôler la loi, évaluer la loi, sa qualité, est-ce qu'elle a été pertinente, est-ce qu'on est allé assez loin, etc. C'est aussi améliorer pour l'ensemble de nos concitoyens la manière dont les lois vont être appliquées, etc. Parce que derrière, on a les décrets d'application, on a l'action de l'exécutif. Et tout ça, je crois que ça rentre dans une volonté. Alors, il faudra voir ce qu'il en est. Mais ça rentre dans une volonté d'améliorer le système législatif qui, ces dernières années, malgré tout, moi j'ai entendu beaucoup de critiques et on a pu en faire parce qu'il y avait des lois mal rédigées, des lois qui étaient très difficiles à mettre en application. Trop de lois, évidemment, sur tout un ensemble de thèmes. Donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, aussi, on peut aussi faire du parlementarisme comparé avec d'autres pays. Michel Soudet parlait... L'Italie, avec une réforme récente. Et Michel Soudet parlait à l'instant de 2 types de députés. Le Bundestag, qui n'est pas une institution parlementaire de seconde catégorie, d'après ce que j'ai compris, à 2 types de députés, parce qu'il y a un système qui ressemble d'ailleurs un peu à notre scrutin municipal, toutes choses égales par ailleurs dans le système allemand, où vous avez des députés de liste et des députés élus directement. Vous avez une prime majoritaire avec de la proportionnelle. Donc, vous avez des améliorations possibles. Sans que ce soit la panacée, on ne sait pas. Je veux dire, en matière institutionnelle, il n'y a pas la bonne réforme et on va faire la grande réforme. En tous les cas, celle-ci, elle est populaire. La 6e République, et puis ça va améliorer la situation. Je crois qu'il y a là quelque chose à essayer. Et pour la première fois depuis assez longtemps, depuis la réforme de 2008 en tout cas, on a une proposition constitutionnelle. Alors à chacun après de l'améliorer.
Mais Sonia, vous disiez qu'elle est assez populaire. Je pense qu'effectivement, elle l'est, parce que ce qui sauve un peu peut-être Emmanuel Macron des reproches qu'on pourrait lui faire aujourd'hui avec cette chambre, enfin ce Parlement, cette Assemblée nationale avec une majorité écrasante. Aujourd'hui, la façon dont il souhaite transformer nos institutions. Mais c'est l'impuissance politique. Ça fait des années qu'on parle de cette impuissance politique. Ça fait des années que les Français, les enquêtes l'ont montré, que les Français quand même dénoncent cette impuissance politique. Donc ce qu'il dit aujourd'hui, c'est « je cherche à être plus efficace ». Et donnez-moi les moyens, en tout cas, de l'être. Ce qui va être pour lui, quand même, il met la barre assez haut. Et les premières difficultés et les premières mises en œuvre de tout ça, il va falloir que ça donne effectivement, il parle d'efficacité, en face de l'efficacité, il va falloir mettre des résultats. Parce que sinon, c'est là où les choses... Il sera jugé sur cela. On est quand même beaucoup dans l'apparence. Je ne peux pas dire qu'on serait opposé au contrôle. Je pense que le contrôle, ça serait même bienvenu. Et si on avait contrôlé l'application des lois de finances, on s'apercevrait que 40 milliards qui ont été balancés en direction des entreprises sur le CICE par exemple, n'ont produit aucun effet en termes d'emploi. Ça, effectivement, c'est un contrôle que les parlementaires auraient pu faire, qu'ils n'ont pas fait. Donc donner des moyens pour le contrôle, s'il avait fait, je pense qu'il ne serait pas arrivé à la conclusion que vous êtes en train de formuler. Bon, attendez, on peut le constater. Si ça ne passe pas... il y a des entreprises qui touchent le CICE et qui licencient. On ne va pas refaire le débat sur le CICE, mais si ça ne passe pas pour cette réforme des institutions, il a prévenu, ça c'est quand même un élément important, Guillaume Tabar, il aura recours au référendum. Ça sonne quand même comme une mise en garde. Je parle peut-être devant les parlementaires, mais si ça coince... Oui, mais on voit bien que sur l'ensemble de ce sujet institutionnel, il joue l'opinion, et il joue l'opinion contre un certain nombre de corps intermédiaires, que sont en l'occurrence les parlementaires, parce qu'on le disait, ce sont des sujets populaires. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté implicitement ou inconsciemment punitif quand même dans l'annonce de cette réforme. Pour les électeurs, il y aura toujours trop de parlementaires, ils seront toujours trop payés, ils ne travailleront jamais assez, etc. Donc rien que de dire, allez, on va en supprimer un tiers... Indépendamment du reste, les gens disent « Ah bah oui, c'est... » Et encore... Attention, en France, il y a un fonds d'antiparlementarisme qui est toujours bien tenace. On peut dire aller encore plus loin. Donc, je ne suis pas opposé à cette réforme, mais on voit bien que la frontière entre la recherche de l'efficacité et un petit peu de démagogie, la frontière est un peu ténue. Et ajouter l'arme du référendum... c'est aussi une manière de prendre l'opinion internationale et de dire, voyez, je ne laisserai pas les conservatismes empêcher cette réforme d'aller à son terme. Je vous laisse réagir tout de suite, on va juste écouter les réactions à cela parce qu'elles sont quand même très contrastées. Nous n'en savons pas plus en sortant qu'en entrant. Et ça, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas bon signe. Parce que quand on réunit le Congrès, eh bien, c'est pour lui donner des éléments qui sont des éléments précis sur la vision qui est la sienne et sur ce qu'il veut faire. Alors, ça reste très vague. Une dose de proportionnel. Il faut, nous dit-il, accueillir des migrants tout en accueillant moins. Il faut arrêter l'état d'urgence tout en maintenant l'état d'urgence. Voilà. Ce flou-là commence à devenir assez inquiétant. On a déplacé beaucoup de monde, qu'on a voulu donner de la solennité à un discours qui peut-être n'en méritait pas tant. Et qui n'est jamais que la redite d'éléments qui étaient déjà connus dans le domaine public et qui avaient fait la fortune d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Et donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de logique sinon celle de vouloir rappeler la prééminence du chef de l'État sur le Premier ministre, ce que chacun avait bien compris avant même qu'il s'exprime. C'était un discours, j'ai trouvé assez creux. Pour tout dire, également un peu pompeux et passablement ennuyeux. Il n'y a aucune annonce très concrète. On est toujours dans la même démarche de communication, des grands slogans, mais derrière des annonces qui étaient déjà connues. Je pense aux réformes institutionnelles, à la diminution du nombre de parlementaires, à l'introduction d'une dose de proportionnelle. Tout ça, nous le savions. Pour le reste, nous sommes dans les incantations. Emmanuel Macron a fait un bon discours. Et en même temps, je crois qu'il y avait deux parties dans ce discours. Il y a des annonces qu'il voulait visiblement concrètes sur la réforme institutionnelle. Et puis il y avait la deuxième partie qui était sans doute ce que les Français attendaient plus, c'est-à-dire les perspectives tracées, des grandes lignes, en tout cas des politiques à mener par le gouvernement. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est demain qu'on va voir si oui ou non, par rapport aux annonces du Premier ministre, clairement, on a des propositions concrètes de mise en œuvre et donc s'ils sont en capacité, oui ou non, si ce gouvernement permettra de répondre aux attentes des Français.
Voilà, des réactions différentes, nombreuses, contrastées évidemment quand on est dans l'opposition. Laurent Bouvet, vous vouliez ajouter encore une chose sur les institutions ? Parce que dans ce long discours, le discours était très long, hein, le caractère ennuyeux souligné par certains intervenants vient de la longueur. C'était vraiment très très long. Il y avait par moments, je rebondissais tout à l'heure sur ce que disait tout à l'heure Guillaume Tabar, sur effectivement le contournement, le jeu de l'opinion contre effectivement les corps intermédiaires. On voit bien, c'est une relation directe du régalien au populaire dans l'esprit de cette 5e République. Voilà. Et en même temps, comme dirait le président, il y a dans son discours, à certains moments, des éléments, quand il parle notamment de cette expression, quand même, moi qui m'a marqué, pacte girondin. Oui. Qu'est-ce qu'un pacte girondin? C'est le contraire d'un pacte jacobin, c'est le contraire de la centralisation, c'est l'idée qu'on va faire un pacte avec des corps intermédiaires, avec la société civile, qu'il a fait rentrer dans son gouvernement. C'est quelqu'un qui vient dans sa lignée, ça a été souligné tout à l'heure, du monde, disons, de la deuxième gauche, de cette gauche depuis le personnalisme d'Emmanuel Mounier, de la revue Esprit des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a des éléments qui sont des éléments qu'il essaie de mettre ensemble de manière assez complexe. On a parlé de sa pensée complexe qui était difficile à déchiffrer. Surtout l'Élysée qui en a parlé. Voilà, ces derniers temps. Mais il y a de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tentative de... Mais vous arrivez à la saisir, la pensée complexe? Non, moi je ne prétends à rien. J'essaye de voir qu'il y a des éléments différents de la même manière, qui peuvent être parfois effectivement contradictoires. Et il y a un moment où les contradictions apparentes vont devoir être résolues. Voilà. Là, ça va être le moment sur le même sujet, il évoque une république contractuelle. Excusez-moi, ça me semble un oxymore. La république, c'est d'abord la primauté de la loi sur le contrat. Et là, il y aurait besoin d'explications. Or, dans cet exercice, il est impossible d'avoir des explications. Dans une interview, on peut en avoir. Dans une conférence de presse, on peut éventuellement aussi en avoir. Mais là, c'est pas possible. Et dans les réformes institutionnelles, justement, j'ai entendu Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, réclamer que soit rajoutée la possibilité pour les parlementaires de s'exprimer en présence du président et que celui-ci puisse leur répondre quand il vient au Congrès. Là, il faut supprimer le Premier ministre. Alors, vous n'êtes plus du tout dans parce que si le président peut répondre ou écouter les réponses et répondre ensuite éventuellement aux parlementaires, instaurer un dialogue, on supprime le Premier ministre et on est là dans une autre configuration. Nous ne sommes pas encore là. On va découvrir quelques-unes. Vraiment dans la monarchie, là. Et poursuivre. Justement, ça va être le thème de notre prochain débat qui va se poursuivre. D'abord, quelques-unes. La Croix, puisque vous parliez de ce contrat, Michel Soudé, c'est le contrat social d'Emmanuel Macron qui a choisi de mettre en une la Croix. Devant les parlementaires réunis en congrès, le chef d'État a présenté les principes qui guideront son action. Le Figaro, à présent, Emmanuel Macron qui laisse à Édouard Philippe, les sujets qui fâchent. Et oui, ce sera demain, comment on l'appelle déjà, la facture, la douloureuse, c'est ça Guillaume Tabar. Dans l'éditorial de Paul-Henri de Limbert, c'est la dissertation de Versailles. Libération avec cette une grave, regardez-la. Congrès de Versailles, le président a prononcé lundi un très long discours solennel sans réelle annonce hormis sur les institutions. Ça nous amène à ce costume présidentiel. Il y a là encore une contradiction, Guillaume Tabar. Il y a certains qui disent que c'est une vision très managériale au fond de la France, une culture de l'entreprise qu'on a amenée dans la politique, et d'autres qui disent au contraire, mais non, regardez, c'est exactement l'essence, l'épure même de la 5e République. Alors, où est l'équilibre entre les deux? Où est-ce qu'on est? Où est la vérité? Il y a les deux à la fois. Vous savez, dans le jeu des comparaisons, on a souvent comparé Emmanuel Macron, parfois Nicolas Sarkozy, etc. Je pense que l'exemple le plus comparable, pour moi, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui est à la fois ancien ministre du général de Gaulle, qui avait une conception très élevée de la fonction. On l'avait même accusé de dérive monarchique aussi, de se prendre pour le descendant de Louis XV. Et Giscard est quelqu'un qui avait apporté de la modernité, je ne parle pas uniquement dans la politique qui a été menée, mais même dans l'exercice même de la fonction présidentielle. Voilà qu'un président cherche à concilier finalement deux caractéristiques de la France. C'est-à-dire que la France, oui, c'est un pays monarchique, depuis Capet, on l'est resté. Parfois c'est la monarchie, parfois c'est l'Empire, parfois c'est la République, mais une République très personnalisée. C'est un trait constitutif de l'histoire de France qu'un président de la République aujourd'hui assume.
Et la France, c'est aussi l'innovation, la modernité que les présidents. Genre, De Gaulle a incarné une forme de modernité aussi. Pourtant, c'était aussi quelqu'un, par essence, solennel dans l'exercice du mandat. Emmanuel Macron cherche sa voie. Pour l'instant, et là je parle du style, je ne parle pas encore de la politique qui est menée, pour l'instant, je trouve qu'il trouve une ligne de crête plutôt assez bien trouvée. Alors, vos avis d'abord, Anne-Sophie Beauvais, est-ce que c'est une volonté de resacraliser la fonction? Il y a encore quelque temps, ici même, beaucoup reprochaient à François Hollande de ne pas faire, entre guillemets, président. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il y fait trop? Est-ce qu'il y a un curseur à placer? Pardonnez-moi, oui, il y a effectivement très clairement une volonté de resacraliser la fonction, ça c'est évident. Mais d'ailleurs, c'est une question aussi qui peut se poser par rapport au Premier ministre. Moi, je ne pense pas que son souci soit d'affaiblir le Premier ministre, c'est surtout effectivement de redonner force et puissance à la fonction présidentielle. Et on pourrait s'interroger dans le quinquennat tel qu'il est construit aujourd'hui, si finalement le bicéphalisme a encore un sens et si finalement le Premier ministre sert encore à quelque chose. On a mis... C'est un exécutant pour vous aujourd'hui? En tout cas... On ne peut pas dire collaborateur, j'ai choisi un autre terme. Là, en tout cas, on verra de toute façon, j'allais dire, la force de cette séquence avec l'intervention d'Édouard Philippe demain. Parce qu'il est vrai que là, ça a été des grandes lignes qui ont été posées et que la mise en musique de l'action gouvernementale, c'est à Édouard Philippe de nous la développer demain. Donc ça va être intéressant de les voir en miroir l'un avec l'autre. Mais sur ce côté aussi, un peu de la culture de l'entreprise qui arrive en politique, c'est vrai qu'il y a un peu les deux. Il y a une resacralisation de la fonction présidentielle et à partir du moment où on parle d'efficacité, de résultats. C'est vrai et puis tous ces termes qui ont été utilisés, de séminaires, on a même parlé de team building, etc. Tout ça vient un petit peu du monde dans l'entreprise. Et quand vous parlez aujourd'hui, en plus, avec des parlementaires qui sont à des postes un petit peu importants, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, c'est vrai que la façon dont ils vous parlent, on a presque l'impression qu'il s'agit d'une question managériale aujourd'hui pour les députés et que la façon dont ils vous parlent, c'est presque des DRH. C'est un peu nouveau. C'était pas ces discours-là. Mais ça vient aussi d'une chose, c'est que d'une certaine manière, tous ces parlementaires sont arrivés un peu en même temps dans la même situation. Donc vous avez un collectif qui s'est créé et ça, c'est une chose qui est assez saine. Pourquoi? Parce que j'en discutais avec François Patria, qui a pris la présidence du groupe En Marche au Sénat. Il disait avant, on était, et je pense que c'est assez vrai, on était avec des parlementaires qui se demandaient tout de suite, très vite, dès leur élection, qu'est-ce que je peux obtenir à titre individuel? C'est quoi, sur quel projet je vais pouvoir me positionner? Tout de suite, ils pensent au collectif. On aimerait y croire, cette conversion. La situation les place. Ça va peut-être venir, mais la situation de départ les place dans le cadre du collectif. Dans ce groupe qui arrive à l'Assemblée, il y a une forme, là c'est l'étude de mon collègue Luc Rouban du CEVIPOF qui le montre bien, il y a une forme aussi de cohésion qui vient de la congruence des statuts des catégories socio-professionnelles. Ce sont des gens qui viennent chez ce qu'on a appelé les novices, les élus pour la première fois, à près de 3/4, 75% des catégories supérieures, cadres du privé. Il faut y voir une faiblesse, une fragilité, un manque de représentativité. Bien sûr, après, mais en tout cas, ça participe de cette cohésion. Ce sont des gens qui viennent beaucoup des cadres du privé, des gens qui viennent de l'entreprise. Donc c'est d'ailleurs un tout petit peu la limite parce qu'on les entend beaucoup. Ce personnel politique-là, on les entend juste beaucoup parler de leur carrière. Voilà, et moi, à l'oreille, ça me choque un tout petit peu. On verra ce qui vient d'arriver. Effectivement, quand on leur tend le micro, ils nous parlent d'une carrière. Ils ne sont pas sur un métier comme les autres. Ce métier doit quand même rester un tout petit peu exceptionnel. Président, Premier ministre. L'esprit de la Ve République, avec l'élection au suffrage universel en 1962, c'est un président qui est élu dans un processus démocratique par une partie du corps électoral, mais qui devient, par son élection, par le suffrage universel, comme un sacre. C'est l'équivalent de l'ancien sacre monarchique. Et ce sacre fait qu'il passe, dès qu'il est élu, dans un statut nouveau qui est celui non plus de la représentation d'une partie des concitoyens qui l'ont élu, mais d'incarnation de la nation. Et le Premier ministre, lui, est dans la représentation, chef de la majorité, de cette majorité qui a élu le président de la République. Mais il faut bien voir qu'il y a cette distinction. Là, on est avec le quinquennat en particulier, avec l'inversion du calendrier, tout ce qu'on connaît bien, et ce qu'on voit là, on est dans une nouvelle lecture qui fait que le président, mais on l'avait déjà vu avec Nicolas Sarkozy, tout en incarnant la nation, reste finalement le chef d'une majorité. Alors avant, c'était la droite, la gauche, mais d'une majorité, là, c'est la majorité En Marche, de nouveau, cette nouvelle. Et ça, c'est une ambiguïté qu'il faudra
que le président de la République, il est le seul à pouvoir le faire, lève. Parce qu'il joue très bien à l'incarnation, il joue très bien, quand je dis joue, c'est pas péjoratif, il est dans l'incarnation. Il est tout à fait dans l'incarnation de la verticalité régalienne. Et de la même manière, il est dans l'exposition et la volonté de faire avancer son projet, son Michel programme. Soudé, sur ce même thème. En fait, effectivement, on a à la fois le vocabulaire de l'entreprise qui contamine l'ensemble de la manière de gérer, etc. Et on a aussi une surreprésentation absolument anormale dans cette majorité de gens issus des catégories à peu près identiques, qui sont chefs d'entreprise, qui ont dirigé ici, là, qui sont entrepreneurs. Enfin, il y a vraiment... Vous dénoncez un entre-soi. C'est un entre-soi sociologique. C'est pas le même qu'avant. Il y avait déjà de l'entre-soi. C'est un entre-soi sociologique. Les profs de 80. Oui, il y avait déjà de l'entre-soi. C'est un nouvel entre-soi. Oui, voilà, on pourrait dire. Avec aussi de temps en temps des choses qui affleurent, comme quand Emmanuel Macron oppose ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Là, c'est quand il parle sans feuille. Effectivement, cette phrase a suscité... C'était au minimum maladroit. C'était une formulation assez maladroite. Et nous verrons. Alors, ça sera au top départ de l'action, avec ces mesures concrètes qui seront mises en œuvre. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous pour ce débat et vos analyses respectives. À la suite de votre émission, on va continuer à en parler. On va s'intéresser à d'autres aspects. Vous les avez un petit peu esquissés, notamment la place du Premier ministre, mais également, plus largement, la place de la France en Europe. Nous parlerons aussi plus largement d'autres thèmes. On va découvrir tout cela. C'est lors du match des idées qui va opposer dans quelques instants Laurence Parisot à Michel Vieux-Vorka. Il y avait King Kong à la télévision et tout s'est mis à bouger. On pensait que c'était moi qui bougeais le canapé et en fait c'était un tremblement de terre. On ne sait pas prévoir les séismes. Et c'est un reproche qui est souvent fait aux sismologues. On nous dit à quoi vous servez si vous ne savez pas prévoir les séismes. Comment on peut expliquer comment se protéger en cas de séisme? Notre utilité sociale, c'est déjà de prévoir les zones où ils peuvent avoir lieu, de prévoir les niveaux auxquels on peut s'attendre raisonnablement. Un bâtiment qui est soi-disant beau, entre guillemets, parce qu'on y a rajouté des gris-gris dessus, mais qui se casse la gueule dans un séisme, pour moi, ce n'est pas un beau bâtiment, c'est un bâtiment très laid. Attention, risque majeur, jeudi à 19h sur Public Sénat. Bonjour et bienvenue pour Manger, c'est voter depuis le Finistère. Nous allons rencontrer le sénateur maire Michel Canévé et parcourir ce terroir légendaire, mystique, sauvage, à la rencontre d'hommes et de femmes qui vont nous faire goûter les trésors de leur terroir et qui vont nous montrer comment ils se battent pour défendre ce patrimoine de la Bretagne éternelle. Manger, c'est voter, jeudi à 18h30 sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin et on poursuit notre édition spéciale autour de la tenue du Congrès à Versailles aujourd'hui, en insistant à présent sur le rôle du Premier ministre, quelle est sa place sous la présidence Macron et plus largement dans nos institutions. Autre thème aussi, l'Europe, au-delà des mots, quelles actions? Enfin, c'est important aussi, à quelle France parle Emmanuel Macron? Et pour évoquer tout cela, nos invités, le sociologue Michel Vieux-Vorka, bonsoir. Bonsoir. L'ancienne patronne du MEDEF, Laurence Parisot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, c'était la question qui était au centre des débats, l'une des questions avant cette prise de parole à Versailles. Ce congrès va-t-il affaiblir la figure du Premier ministre? Sur ce sujet, on va écouter Emmanuel Macron. Chaque Français a sa part de responsabilité et son rôle à jouer dans la conquête à venir, pour être au rendez-vous que le peuple nous a donné. Il ne nous est pas permis d'attendre. C'est pourquoi j'aurais besoin pour notre République de la mobilisation de tous autour de quelques grands principes d'action. Il ne s'agit pas ici, pour moi, de décliner l'action du gouvernement, comme certains se plaisent à le craindre ou à le souhaiter. C'est la tâche du Premier ministre, c'est le sens même et la force de nos institutions. Alors, selon vous, Michel Vieux-Vorka, est-ce qu'il y a une répartition des rôles vraiment bien orchestrée ou alors ça y est un déséquilibre qui est acté? Il me semble que les choses vont de haut en bas, c'est la première chose qu'il faut dire. On ne peut pas dire qu'à l'Élysée, il y ait juste un président qui pense de haut et de loin et que tout le monde travaille pour concrétiser les choses.
en dessous. C'est pas vrai. Il y a par exemple plus de conseillers sur un certain nombre de grands dossiers que dans les ministères qui correspondent à l'Élysée. Donc, ça travaille beaucoup à l'Élysée, mais je crois aussi qu'il y a une confiance entre les deux hommes et qu'il y a une sorte de division du travail qui se met en place et qui fonctionne bien. Il ne faut quand même pas oublier une autre chose, c'est que le président est élu. Sa légitimité est totale. Le Premier ministre n'existe que par la volonté ou le choix du président. Donc il est normal que les choses se passent comme ça. Donc je ne comprends pas cette immense inquiétude qu'il y aurait à avoir un Premier ministre affaibli ou renforcé. En réalité, beaucoup de commentateurs ont en tête ce qui s'est passé avant. Et donc, ils ont en tête Manuel Valls, ils ont en tête François Fillon, ils ont en tête des jeux comme ça. Mais on est dans une autre configuration. On est dans un tout autre modèle politique. Vous dites division de rôle. Est-ce qu'on peut dire, Laurence Parisot, qu'aujourd'hui on a eu le cap et que demain on a les coupes? Parce que c'est demain que les efforts à venir, à tenir, vont être annoncés. Mais vous ne croyez pas que c'est demain soir que nous pourrons avoir ce débat? Parce que, en fait... le rôle, le leadership, l'ambition que sera capable d'exprimer Édouard Philippe, c'est demain soir qu'on pourra le mesurer, l'apprécier. C'est demain soir qu'on... lui a laissé entre guillemets, je mets bien entre guillemets, le mauvais rôle, c'est-à-dire tout ce qu'il va demander avec, vous le savez, le dérapage du déficit et tout cela. Alors de toute façon, dans les institutions de la Ve République, ce mauvais rôle, si on peut dire, a toujours été attribué tout d'abord au Premier ministre, qui a comme première mission de coordonner les différents ministères, de décider et ensuite de superviser l'exécution. Donc il est évident que c'est inhérent à nos institutions. Ce qui a en réalité changé, c'est... la réduction de la durée du mandat présidentiel, évidemment, qui a dénaturé et qui a peut-être élimé la force de la fonction Premier ministre. Mais là, dans cette... je suis d'accord avec ce que vient de dire Michel Vieux-Vorca, nous sommes dans un nouveau modèle politique. La présence aujourd'hui d'Emmanuel Macron devant le Congrès, c'est le signe qu'il veut installer une nouvelle relation avec les parlementaires et via les parlementaires avec les Français. Voyons comment Édouard Philippe, dans le cadre institutionnel de la Ve, veut à son tour instaurer une relation différente avec les Français. Parce qu'en revanche, il est vrai qu'il est très important que le Premier ministre incarne bien cette fonction et sache créer son propre lien avec l'opinion publique et les électeurs. Alors l'un des thèmes évoqués dans ce long, très long discours a été consacré à l'Europe. On n'a pas encore parlé lors du débat, donc on va en parler tout de suite. Le président a parlé du désir d'Europe, Michel Vieux-Vorca. Il a exprimé d'ailleurs cette conviction qu'il a défendue tout au long de cette campagne. On va l'écouter sur ce sujet et puis vous réagissez juste après. La décennie qui vient de s'achever a été pour l'Europe une décennie cruelle. Nous avons géré des crises, mais nous avons perdu le cap. Les pays de l'Europe, pour lesquels celle-ci ne se réduit pas au marché, mais dessine un espace où une certaine idée de la valeur de l'homme, de l'exigence de justice sociale, sont reconnus comme prééminents. Ces États-là, ces pays, doivent se ressaisir d'un projet décisif et s'organiser en conséquence. Fût-ce au prix d'un examen sans complaisance de notre fonctionnement actuel. Un projet pour l'Europe, une exigence de justice sociale. Il y avait encore tout à l'heure dans le reste de ce qu'il disait un défi, un désir d'Europe. Ce sont des mots, pour le moment. Ça a été le seul candidat de toute la campagne, de toute la période historique que nous venons de vivre, qui ait mis à ce point l'Europe au cœur de son projet. Et je dirais même, si on devait résumer le débat politique, on pourrait dire il occupe un centre européen avec une aile gauche et une aile droite, et plus on va vers les extrêmes, plus on a affaire à des forces politiques hostiles à cette Europe et peut-être à l'Europe tout court, à l'euro, etc. Premièrement. Deuxièmement, on n'a pas conscience en France, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, on n'a pas conscience en France de l'espoir que fait, comment dirais-je, vibrer cette nouvelle situation politique française. Après le Brexit, après Trump, après Erdogan, après tant de choses si inquiétantes, voilà quelqu'un qui donne l'image non seulement d'une France plus ouverte, mais d'une France
délibérément tournés vers l'Europe. Il faut rappeler que la France a le feu nucléaire. C'est aujourd'hui, avec le Brexit, la seule puissance européenne. Que la France siège au Conseil de sécurité. C'est la seule. Et donc, la France peut amener beaucoup à l'Europe. Et je trouve qu'Alain a parlé de justice sociale. Moi, j'aurais parlé peut-être un peu plus, ou j'aurais aimé entendre peut-être parler un peu plus de diplomatie, d'influence internationale. Alors, il y a de grands espoirs, comme l'a dit Michel Wovorka. Il ne faut pas les décevoir parce qu'au-delà des mots, et d'ailleurs de la bienveillance, Laurence Parisot, des autres chefs d'État européens, notamment d'Angela Merkel à l'égard d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on attend de la France? Alors, d'abord, je partage tout à fait ce que vient de dire Michel Wovorka. Moi aussi, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. J'étais notamment, il y a quelques jours, à Berlin. C'est stupéfiant. Le changement... Oui, permettez-moi d'insister et d'ajouter mon propre témoignage, mais c'est vraiment un changement, pas simplement de regard, c'est le retour de l'espérance. Donc, ça veut dire que nous avons une sacrée responsabilité. Et je crois qu'il ne faut pas que ce soit seulement le président de la République, Emmanuel Macron, qui soit conscient de ce que les autres Européens attendent de nous. Ça veut bien dire qu'il va falloir engager des réformes et peut-être aussi... Ah, voilà le donnant-donnant. Espérance, mais attente aussi. Bien sûr, il y a des attentes, surtout du côté de l'Allemagne, pour que la France se mette sur le plan économique et social dans une situation qui lui permettrait à nouveau de créer de la croissance et des emplois. Mais il y a cette attente de réforme, mais moi j'ajouterais autre chose. Je crois qu'il faut qu'on soit créatif. Emmanuel Macron, en parlant de l'Europe, a dit qu'il souhaitait lancer des conventions, sans qu'on sache exactement la forme que cela pourrait prendre. Mais si je suis son idée, si je tire le fil, il aimerait que partout en Europe, et commençons par la France, il y ait des débats qui se multiplient pour redessiner l'Europe, pour lui donner une nouvelle configuration. Ça fait combien de temps qu'on essaie de la redessiner, de lui donner une nouvelle configuration? On est en perpétuel débat, en fait. On attend les actions. Non, je pense que jamais un chef d'État n'a accepté, on vient de le dire, dans une campagne électorale, et il continue à le faire en étant élu, à accepter d'assumer le projet européen. Et il est évident que si on veut lui donner un nouvel élan, il faut penser quelque chose qui se dessine non pas exclusivement par le haut, comme ce qui a toujours été fait, mais également par les peuples, par la base. Malgré tout, je reviens sur le concret. Vous avez raison sur l'idéal, l'idée européenne, mais j'allais dire, ça ne nourrit pas le citoyen. Exemple, je vous donne deux exemples. Laurence Parisot, les travailleurs détachés. Oui. Qu'a-t-il obtenu Emmanuel Macron? Écoutez, l'Europe de la défense. Non, mais ce sont des discussions qui sont très rudes, encore très âpres. Vous avez raison, c'est très rude. Ces discussions sont en cours. Nous sommes tous d'accord pour admettre que les choses ne peuvent pas se faire en 48 heures. Regardez, notre Assemblée ne s'est même pas encore vraiment réunie pour travailler. Je pense que les choses commencent seulement à partir de maintenant. Sur l'Europe de la défense, on sait bien que c'est un travail de longue haleine. Mais raison de plus pour être créatif. Et j'ajouterai une chose. L'Europe a aussi besoin, ou le projet européen a besoin d'émotions. Nous avons vécu ces derniers jours des choses à la fois très tristes et en même temps qui faisaient comprendre à tout le monde que sans aucun doute notre avenir, notre destin était européen. La cérémonie d'hommage à Helmut Kohl d'un côté, l'émotion unanime à la disparition de Simone Veil de l'autre. Il faut continuer dans cette voie-là, bien montrer que c'est ça l'Europe. Mais croyez-moi, je suis capable d'émotion. Pardonnez-moi de revenir à des questions pragmatiques quand même, Michel Wovorka, parce que là on parle d'idéal européen, on parle de grandes discussions, mais sur les migrants, qu'est-ce qu'on fait? Quand Emmanuel Macron dit oui, mais quand même il faut montrer l'humanité, mais que le ministre de l'Intérieur tient un autre discours, qu'est-ce qu'on fait sur ces sujets concrets où il faut décider et où l'émotion n'a pas sa place? Moi, je serais sur la même position Quelle est la réponse à ma question que Laurence Parisot, c'est-à-dire, elle ne l'a pas dit comme ça, mais il faut quand même laisser un peu de temps. Il faut quand même, d'abord, que tout le monde entérine cette nouvelle situation et que les discussions se fassent. On est en début juillet. Et n'y a-t-il pas des signaux contradictoires sur certains sujets? C'était juste une question. Je dirais qu'on va avoir des signaux contradictoires sur tous les sujets. Et que
ça anticipe peut-être sur la dernière partie de la rencontre de ce soir, mais je dirais ceci. On voit très bien comment, et la séance du Congrès vient de le montrer, comment le pouvoir proprement politique en France est solide. Il y a un modèle politique vraiment très installé, l'Élysée, le Premier ministre, les ministères, l'Assemblée, tout ça, ça forme un ensemble, je crois, qui pourra être assez cohérent, compact et bien maîtrisé du haut en bas. Mais il n'y a pas que ça. Et peut-être même que ça n'est pas là où un certain nombre de choses vont se jouer. Je vais prendre deux exemples intérieurs, mais c'est les mêmes que ceux que vous prenez à l'extérieur. Le débat sur le travail, sur la loi travail, et les affaires liées à l'état d'urgence. Il se trouve que le hasard fait que je suis sur une liste où beaucoup de gens échangent, organisations humanitaires, droits de l'homme, etc. Ce sont des gens qui sont très actifs depuis très longtemps et qui ont obtenu il y a quelques jours un rendez-vous avec Emmanuel Macron, donc délégation qui a été reçue à l'Élysée. Eh bien, l'image qu'on peut avoir de tout ça, c'est l'image d'un chef d'État qui écoute, qui entend, mais on ne sait pas trop finalement ce qu'il va faire. Et donc, on en arrive à se dire, d'un côté, et on pourrait dire la même chose avec les syndicats, avec la loi travail, d'un côté, on a un chef d'État qui voit les gens, ou qui les fait voir par des très proches, qui écoute, qui entend, et qui va donc prendre des décisions qui ne seront pas forcément exactement le fruit du débat politique plus classique. Pendant ce temps-là, M. Mélenchon réunit les gens place de la République, etc. Tout ça, comment dirais-je, ça fait de l'agitation. Mais je crois, moi, que les vrais enjeux, ils vont se jouer paradoxalement en dehors de ce monde proprement politique, avec les syndicats, avec les associations des droits de l'homme. Et évidemment, les thèmes que vous évoquiez, tout ce qui touche aux migrants, et évidemment, tout ce qui touche à la avec défense. les citoyens, ça m'amène exactement à ma question. Vous dites, Michel Vivorca, il écoute, il entend, mais à qui il s'adresse, selon vous, Laurence Parisot? Il a souvent parlé, Emmanuel Macron, de la France des entrepreneurs. Alors, il a bien fait attention tout à l'heure de dire qu'il n'y avait pas que cette France-là, mais malgré tout, est-ce que ce discours, il nous touche? Est-ce qu'il touche à la France industrielle? Est-ce qu'il touche à la France rurale? Est-ce qu'il touche à l'autre France périphérique? Votre question est très importante parce qu'il est tout à fait exact qu'Emmanuel Macron a le discours qu'attend cette partie de la France qui a les moyens de se mettre en mouvement, qui sait comment faire, qui a les ressources pour le faire et qui a besoin d'un coup de pouce de réussite macroéconomique. Et à côté de ça, il y a dans les zones rurales, dans certaines banlieues de grandes villes, vraiment une France très appauvrie. Il y a aussi des pans entiers de l'administration française qui sont également très appauvris. Cette France-là, probablement, ne ressent pas encore ce qui va changer pour elle. Mais ça va dépendre, premièrement, du discours du Premier ministre, de la réussite économique, et qu'on ne pourra mesurer que dans un an environ. Ce sera le temps de l'action. Quoique le projet de budget qui sera présenté à la rentrée en septembre et qui en réalité se discute déjà beaucoup dans les couloirs de Bercy et de Matignon, ce projet de budget donnera également une forte indication sur le rythme de reprise économique qu'on pourra espérer. Mais c'est vrai qu'il y a... Et d'ailleurs, je vais juste vous dire une remarque que je n'ai pas entendue jusqu'à présent aujourd'hui. Le discours d'Emmanuel Macron était d'abord institutionnel aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait intéressant. Mais voyez-vous, quand tout le monde dit formidable, on va réduire le nombre de parlementaires d'un tiers, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Et je me demande s'il n'y a pas un peu trop de démagogie dans cette idée-là. Si il y a une France qui a été abandonnée, c'est notamment parce qu'on n'a pas cessé de regrouper des communes, de faire des agglomérations de communes, que chaque Français qui restait néanmoins dans sa petite ville, de son village, s'est retrouvé de plus en plus éloigné de son élu, éloigné de la gare, éloigné de tout service public, de toute administration. Donc attention à faire une assemblée qui serait certes réduite, peut-être plus efficace dans la navette parlementaire, mais en même temps encore plus éloignée des Français. Je vais vous étonner, Laurence Parisot, parce que votre discours sur ce sujet rejoint celui de Jean-Luc Mélenchon, qui dit que nous avons besoin de nos communes, de nos territoires. Vous l'avez démasqué. Laurence Parisot, Jean-Luc Mélenchon, il faut le faire. En effet, sur ce point-là, en tous les cas. Et pourtant, je me sens très éloignée de Robespierre. Mais il rappelle la nécessité de ces communes, de ces territoires. À voir, oui. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense que c'est un des risques
que court ce pouvoir, ou ce modèle politique, c'est une dérive non pas autoritaire de type brutal, mais une dérive purement gestionnaire, c'est-à-dire et technocratique, c'est-à-dire l'idée qu'on peut gérer un pays sans avoir trop à se préoccuper du tissu social local, des attentes des uns et des autres, et qu'il suffira d'avoir des bons sondages, des bonnes informations de ce type pour piloter le moment venu, si ça tangue un petit peu. Et c'est là où je crois que la position d'Emmanuel Macron est intéressante, parce que en se situant au-dessus de tout jupitérien, il se donne peut-être le moyen, je dis bien peut-être le moyen, d'entrer en relation avec ce tissu social autrement que via le Parlement, les ministères, et qu'il y a un petit espoir de ce côté-là. Attention quand même de ne pas créer un lien direct et d'écarter les corps intermédiaires. Moi, je pense que les corps intermédiaires sont absolument nécessaires dans une démocratie. Je sais qu'on peut leur faire beaucoup de reproches, notamment ceux que je connais bien dans le monde du paritarisme. Il y a certainement des réformes à faire, mais les corps intermédiaires, que ce soit les organisations syndicales, les ONG, sont également essentiels à la vitalité du pays. Donc il ne faut pas non plus que le président soit juste à la recherche d'une nouvelle modalité de gestion via le référendum ou via la pétition. Eh bien, nous serons attentifs. D'accord, on sera attentifs à ces points que vous avez mis en exergue ce soir. Merci Laurence Parisot, Michel Vivorca. À suivre, on va parler d'histoire et de comparaison. Est-ce qu'on peut dire que notre vie politique française, eh bien, elle s'américanise? Je ne sais pas si ça se dit, je le tente. À venir pour en parler, c'est l'entretien. Mon invité, c'est l'historien spécialiste des États-Unis, François Durper. C'est après le tour d'horizon de l'actualité du jour. Ce que nous avons à accomplir, c'est une véritable révolution. Nous sommes ici, vous et moi, pour renouer avec ce courage français qui ne se laisse pas distraire par ceux qui, n'ayant su aller nulle part, sont en quelque sorte revenus de tout. Nous devons, à chaque instant, être à la hauteur de cet espoir français par l'engagement de tous. Certains font de la politique depuis longtemps. Pour d'autres, au nombre desquels je me range, ce n'est pas le cas. Vous soutiendrez ou vous combattrez, selon vos convictions, le gouvernement que j'ai nommé. Mais à la fin, nous savons tous que quelque chose de très profond nous réunit, nous anime et nous engage. Oui, le simple amour de la patrie. Je veux ici vous parler avec franchise de ce que trop souvent on n'ose pas nommer, le terrorisme islamiste et les moyens de le combattre. D'un côté, je rétablirai les libertés des Français en levant l'état d'urgence à l'automne, parce que ces libertés sont la condition de l'existence d'une démocratie forte. Mais d'un autre côté, je souhaite que le Parlement puisse voter ces dispositions nouvelles qui nous renforceront encore dans notre lutte. Elles devront viser explicitement les terroristes à l'exclusion de tous les autres Français. Nous n'y sommes pas allés parce que nous avons parfaitement compris le message. Ce message, quand le président de la République parle avant que le Premier ministre ne l'ait fait lui-même devant l'Assemblée, il se passe quelque chose d'important dans l'ordre institutionnel. Pourquoi ? Parce que quand le Premier ministre fait son discours et sollicite la confiance de la représentation du peuple français, il attend le vote des députés. Et c'est le vote des députés qui lui donne l'autorité d'être le Premier ministre. Voilà pourquoi l'ordre républicain, si l'on s'y réfère, aurait voulu que d'abord le Premier ministre parle, l'Assemblée nationale vote, puis, s'il le voulait absolument, le chef de l'État fasse connaître sa vision d'ensemble. Et là, nous avons été placés dans une situation qui est celle de la monarchie et de rien d'autre. J'entends bien sûr parler, ici et là, mes chers collègues, de dérive monarchique, de pouvoir jupitérien ou d'excès d'autorité à propos de l'adresse du président au Congrès. Mais je vous dis que tenir de tels propos, c'est préférer les petites histoires à l'histoire,
à cette histoire qui nous convoque et qui nous jugera. Dans le pays des Lumières et à la veille de l'anniversaire de la déclaration d'indépendance américaine, nous sommes réunis pour inventer l'avenir. Alors, foin des cartes d'identité du passé, foin des étiquettes dépassées. La République en marche, elle n'est ni de droite ni de gauche. On l'a beaucoup reproché, elle n'est ni à droite ni à gauche. Comme nous l'a dit, elle n'est pas au milieu, elle est en avant. Simone Veil occupe désormais une place particulière dans notre mémoire nationale. Survivante de la Shoah, elle a su puiser dans les drames qui ont défiguré notre continent et avili l'humanité, une force qui a fait d'elle une actrice déterminante de l'engagement européen de la France. Elle a joué, au terme d'un combat législatif, concret, difficile et victorieux, un rôle considérable pour l'émancipation des femmes. Elle a toujours agi pour la protection des plus fragiles. La vie de Simone Veil témoigne, plus que tout autre, du prix de la liberté, de la difficulté du combat pour l'égalité, de l'impérieuse nécessité de la fraternité. Observons en sa mémoire une minute de silence. Mon invité ce soir est historien, spécialiste des États-Unis, auteur de nombreux ouvrages. Et je vais citer celui-ci qui fait écho à l'actualité, l'unité réinventée, les présidents américains face à la nation. C'est sous la coordination et direction de Thomas Snegaroff et de vous, François Durper. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, on va parler en détail de ce rapport, justement, de ce face-à-face entre l'unité, la nation et les présidents. Mais tout d'abord, il y a une comparaison de plus en plus courante en ce moment entre notre vie politique française et la vie politique américaine, entre ce congrès de Versailles et le discours de l'État de l'Union. Est-ce que vous, qui êtes un spécialiste de cette chose, est-ce que vous voyez un parallèle? Oui, il y a très clairement une tentative de greffe d'un certain nombre d'éléments des institutions américaines sur les institutions françaises. Pas seulement d'ailleurs ce discours devant le Congrès. On peut penser aux primaires, importées, on le sait, directement des États-Unis par le Parti socialiste, après un voyage d'études aux États-Unis il y a quelques années. On peut penser à la réduction du mandat, certes pas 4 ans, mais 5 ans, et évidemment à ce discours et cette révision constitutionnelle de 2008, très clairement, Nicolas Sarkozy regarde de l'autre côté de l'Atlantique et se dit qu'il serait très bon de pouvoir faire ce que fait le président américain, ce qu'on appelle là-bas le bully pulpit, c'est-à-dire de son pupitre faire pression sur les congressmen, sur les sénateurs et sur les représentants, s'adresser directement aux Américains. Alors ça, l'histoire française l'a toujours refusé. En 1873, on avait privé Adolphe Thiers d'aller devant la Chambre des députés parce qu'on avait peur de sa rhétorique. On pensait qu'il allait convaincre les députés qui étaient royalistes, lui était républicain. Et donc on a fait très attention à ça, et c'est pour ça que le général de Gaulle, qui voulait renforcer les pouvoirs du président, il avait fait attention à ce que ce régime soit vraiment parlementaire et en même temps présidentiel, mais il y avait le en même temps pour le coup. Alors il était très macroniste peut-être. Déjà, on peut peut-être comparer, comme vous le dites, sur certains aspects nos deux vies politiques, mais dites-nous, François Durper, en termes de pouvoir là, des chambres, notre Parlement et donc leur congrès, etc., est-ce qu'il y a une ressemblance ou c'est beaucoup plus fort, évidemment, aux États-Unis? Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que le régime présidentiel américain compte des contre-pouvoirs très forts. C'est le fameux check and balances qu'on apprend au lycée. Des contre-pouvoirs très forts qui font que le président, paradoxalement, dans ce régime présidentiel, a beaucoup moins de pouvoir que le président français. Quelques exemples. Le fait qu'un grand président comme Bill Clinton n'a pas fait passer plus de la moitié de ses lois devant le Congrès. Un autre grand président comme Ronald Reagan n'a fait passer que 33% de ses lois devant le Congrès. Il faut peut-être remonter à Lyndon Johnson pour avoir un président qui fait passer 57% de ses lois devant le Congrès. Le président aux États-Unis est en cohabitation permanente avec le Congrès. Différence majeure. C'est majeur. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Bien, surtout avec l'annualisation de ce discours devant le Congrès. Eh bien, c'est très simple. On américanise, mais on est en train de créer un régime présidentiel sans contre-pouvoir. Nos juges ne sont pas élus et nos congressmen, nos députés et nos sénateurs ne sont pas élus le même jour que le président. Donc ils
ils ont une souveraineté qui dépend du président. C'est l'aspirateur présidentiel qui fait l'Assemblée. Alors qu'aux États-Unis, vous êtes élu le 4 novembre quand vous êtes un représentant ou un sénateur, vous ne devez pas votre victoire au président. Et donc vous pouvez être frondeur dès le début. C'est ce qui s'est passé pour Donald Trump il y a quelques semaines à ses dépens. Il a voulu réformer Obamacare. Il avait déjà 30 frondeurs d'un coup. C'est normal aux États-Unis, c'est un système où le président est souvent bloqué. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une importation américaine qui déséquilibre nos institutions. Régime présidentiel qui devient très peu parlementaire, avec aujourd'hui pas de risque de cohabitation. On l'a bien vu, hein, on s'était posé la question. Est-ce que Macron aura une majorité ? On a vu, c'est écrasant, même s'il vient de nulle part, avec un parti qui vient de nulle part. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, eh bien, il faudrait peut-être renforcer ces contre-pouvoirs, alors soit avec un régime complètement présidentiel à l'américaine, ou alors revenir sur les fondamentaux de la Ve République, mais à ce moment-là, respecter le chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre. Il y a un point que je n'ai pas trop remarqué dans les... C'est-à-dire qu'on dit, oui, le président va parler avant le Premier ministre, ça va affaiblir le Premier ministre. On ne s'est pas posé la question de savoir si un jour, ça ne sera pas l'inverse. Si un président avec une rhétorique un petit peu moyenne, qui précède un Premier ministre absolument charismatique, ne serait pas affaibli par cette concurrence entre pas encore dans cette configuration, les deux. Mais oui, mais c'est possible. Si on analyse, ça peut être compliqué. On va continuer à parler, François Durper, du fond. Un mot sur la forme quand même, parce qu'on a eu beaucoup d'images depuis un mois et demi, depuis l'installation d'Emmanuel Macron à l'Élysée. La comparaison était tout de suite faite avec Barack Obama. Est-ce que le parallèle est légitime selon vous? Barack Obama a su faire cohabiter une forme de classicisme attendu quand même d'un chef de l'État en s'inspirant d'une modernité, des techniques de communication, etc. Moi, je vois tout à fait le parallèle entre ce mélange un peu paradoxal d'horizontalité et de verticalité. Comme Barack Obama, Emmanuel Macron est quelqu'un qui met de la distance, qui met du silence, qui maîtrise sa communication. La presse en sait quelque chose. La presse française souffre autant que la presse américaine outre-Atlantique à l'époque de Barack Obama. Et puis ce mélange de sympathie, pour le coup américain. Je touche les Français, j'ai ce rapport un peu direct avec les Français. Je fais du tennis fauteuil, j'ai des belles images. Donc un mélange de sympathie, mais sans aller chercher Barack Obama, c'est un peu ce qu'aurait fait De Gaulle, un De Gaulle 2.0. C'est-à-dire, c'est un rapport direct avec le peuple, une tentative de rapport direct avec le peuple, et au contraire, une verticalité très forte vis-à-vis de tous les autres pouvoirs. Qui aurait imaginé le général De Gaulle avec les nouvelles technologies alors, oui, alors c'est peut-être Emmanuel Macron. Mais effectivement, il y a ça. Il y a une volonté de mettre au pas les autres pouvoirs, verticalité, mais également d'avoir cette relation directe avec le peuple. Et alors, là, pour le coup, évidemment, on n'est pas du tout dans les années 50. Dans cette verticalité, il y a le lien que vous décrivez très bien dans ce livre, le lien avec la nation. Cette unité réinventée, là, c'est le titre du livre, François Durper, c'est vraiment la chose la plus fragile. Les présidents cherchent bien entendu à l'entretenir. C'est ce qui fait le lien entre nous tous. Oui, l'unité réinventée. Alors, le pays s'appelle les États-Unis d'Amérique. Donc, on voit bien l'importance de l'unité. Et alors, au début, ce discours sur l'état de l'Union n'avait pas vocation à parler de politique intérieure et d'unité, mais plutôt de politique étrangère. C'est avec Roosevelt, véritablement, que ce discours a été utilisé comme un élément pour faire de l'unité. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que Emmanuel Macron n'a pas fait un discours sur l'état de l'Union cet après-midi. Il a fait un discours devant le Congrès. Et il a manqué, pour moi, j'ai vu beaucoup de critiques très positives, donc moi je me permets de dire que, en tout cas, ce n'est pas un discours sur l'état de l'Union, ou en tout cas c'est un discours sur l'état de l'Union à 16h01, lorsqu'il dit il faut refaire du commun, notre sentiment d'appartenance a disparu, et il énumère les lieux où ce sentiment d'appartenance doit renaître. L'école, la culture, mais c'est 16h01. Et pendant 1 heure, il a parlé de quoi? Des institutions. Il s'est fait un peu le mécano des institutions, et il s'est fait l'architecte de l'unité. 1 heure après, Emmanuel Macron a compris, dès qu'il est arrivé, l'importance de la parole. Ça, c'est quelque chose qu'il a tout de suite senti. La parole est précieuse. Trop de paroles
tue la parole quand il s'agit d'un président. Là, il a peut-être perdu 1 heure, parce que ce mécano, est-ce que vraiment les Français attendent cela? Alors en même temps, il était 15 heures, il s'est peut-être aussi, il ne va pas parler le 14 juillet, ça c'est peut-être embêtant, parce qu'en France, parler le 14 juillet, les Français, c'est un jour férié, ils auraient peut-être été plus nombreux devant leur télévision, sans doute devant la presse, et puis les Français aujourd'hui, ils attendaient quoi? Alors certes qu'on leur parle sans doute d'unité, qu'on leur donne des caps sur cette unité, mais aussi qu'on leur explique est-ce que leurs enfants seront peut-être plus au chômage, des perspectives, alors sans rentrer dans le détail, ça sera le Premier ministre. Et ils ont entendu réforme constitutionnelle, Cour de justice de la République, vous, justement, vous dites attention, Conseil économique, social et environnemental. C'est ce rapport avec l'unité qui passe par le lien. Qu'est-ce qui fait une nation? Et vous décrivez vraiment tous les présidents américains, comment pour Roosevelt c'était l'unité ou la mort, pour Truman l'unité à l'épreuve de la guerre froide, pour George George W. Bush c'était plutôt rassembler pour mieux diviser. Donc chacun a trouvé sa déclinaison. Chacun a trouvé sa déclinaison de l'unité du pays. Et Barack Obama, c'était quoi? Alors, Barack Obama, c'était évidemment celui qui a fait ce grand discours de Philadelphie où il essaie de tisser du lien entre les communautés en montrant que cette Amérique, au-delà d'être une Amérique multiculturelle, doit être une Amérique qui dépasse ces différences culturelles pour faire une Amérique. C'était ça le projet de Barack Obama. Maintenant, alors, ce qu'on constate... Alors, Trump, lui, il assume la division. Ça va être intéressant, son discours sur l'état de l'Union l'année prochaine, parce que lui, il est le président diviseur, le candidat diviseur et président diviseur. C'est pas du Trump bashing que de dire cela. Il l'assume totalement. Lorsqu'il fait un tweet avec une vidéo où il catch contre CNN, il sait qu'il plaît à son électorat. Et il sait que son électorat est minoritaire. Il a gagné avec 3 millions de voix vous me l'avez toujours dit depuis sa campagne. Mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu. Ça veut dire qu'il a compris qu'il avait gagné avec une minorité, qu'il pouvait regagner avec une minorité s'il conservait le même électorat. Et l'électorat, alors évidemment, le nord-est des États-Unis s'est offusqué, comme nous Français, de cette manière de prendre parti contre les médias. Mais beaucoup d'Américains se sont dit, mais très bien, notre président, il fait bien de faire cela. Quand même ce qui ressemble à un appel à la violence, un antagonisme qui devient la... Oui, mais enfin, pour l'instant, Donald Trump, il a 85% de satisfaction parmi la base républicaine. Et donc, évidemment, les représentants républicains et les sénateurs républicains ont quand même les yeux rivés sur les sondages et voient que ce président est un président, pour l'instant, populaire. Pas chez les Américains, mais chez les Républicains. Donc ils ne vont pas s'engouffrer dans un débat naissant sur la santé mentale du président, vous l'avez entendu? Bien sûr, et puis en plus, vous savez, il y a des précédents aux États-Unis, on s'est posé la question, des psychanalystes s'offusquent un petit peu de certains de leurs confrères en disant on ne peut pas à distance faire un diagnostic, même sur le président des États-Unis, c'est un peu compliqué de... Et là, pour le coup, ce tweet, je viens de vous expliquer qu'il ne s'agissait pas de santé mentale, mais de finesse politique. Il parle à son électorat. Donc on peut trouver ça scandaleux. Mais c'est très important. Vous nous dites que c'est de la stratégie électorale pour conserver ce noyau dur, que c'est pas impulsif, parce que nous, quand il tweet, on pense que c'est il ne peut pas se retenir, il laisse libre cours à son impulsivité. Il doit y avoir des deux. Non, sans doute que ce qui s'est passé, c'est qu'il se rend compte qu'en laissant libre cours à son impulsivité, il ne perd pas les élections, mais il les gagne et il continue à avoir une base électorale très solide. Alors on va voir, évidemment, il vient bientôt en France. Parlons-en, justement, il sera présent là au défilé du 14 juillet. Ça a quand même donné lieu à des réactions contrastées, etc. On en parle beaucoup en France. Est-ce qu'on en parle beaucoup aux États-Unis de cette présence de Donald Trump aux côtés d'Emmanuel Macron? Oui, on commence à en parler. L'annonce, évidemment, n'avait pas fait la une des journaux américains, mais là, on s'intéresse de ce président américain, Donald Trump, qui avait dit « America First », mais qui n'a jamais dit America Alone, et donc qui cherche un allié, qui est un allié qui peut apparaître étrange, parce que l'un incarne les frontières, Donald Trump, l'autre l'ouverture au monde, Emmanuel Macron, et cependant, eh bien, il semble être véritablement allié. Cet allié, il lui a fait un pied de nez encore récemment, en lui disant « Make our planet great again ». Oui, mais en même temps, on passe à une deuxième phase de la relation entre les États-Unis et la France. La première phase, c'était d'identifier les différends. Les différends, c'est le climat. On a été au bout du dissensus. Les différends, c'est le protectionnisme. On a été au bout du dissensus. Et là, on va parler intérêt commun. Intérêt commun sur la Syrie, intérêt commun sur l'Afrique, sans
les États-Unis, la France ne serait pas en Afrique, et les États-Unis sont très intéressés par le fait que la France prend sa part de la défense. Et puis, évidemment, sur le terrorisme. Donc il y a ces intérêts, et là, pour le coup, Emmanuel Macron... Il y a beaucoup de pragmatisme, alors. C'est très pragmatique des deux côtés. L'efficacité des deux côtés, la flexibilité, dit Donald Trump. Et ça, c'est pour le coup une diplomatie intersectionnelle qui se met en place du côté d'Emmanuel Macron. Vous aurez constaté qu'il a déjà un premier bilan en politique étrangère. Certains disent c'est de la communication, mais enfin, recevoir le président des États-Unis un 14 juillet, c'est au-delà de la communication, ou alors tout est communication en politique. Et donc, c'est intéressant parce qu'il est en quelques semaines devenu à l'intersection. Quand on n'est pas la première puissance du monde, il faut être l'ami de toutes les puissances. Et il est devenu, vous avez vu, l'allié indispensable de Vladimir Poutine, qui sort de l'isolement le 29 mai à Versailles, de Donald Trump, qui ne s'est pas rapproché de Vladimir Poutine et qui s'est fâché avec Angela Merkel. Il lui reste le président français. Et quant à Angela Merkel, elle trouve en Emmanuel Macron son partenaire le plus europhile. Donc là, pour le coup, il y a quand même un jeu extrêmement intéressant. Ce n'est pas que de la communication pour vous. C'est une diplomatie intersectionnelle qui fait aujourd'hui, alors évidemment, on ne peut pas préjuger de l'avenir, mais qui fait qu'il y a déjà un premier bilan positif en matière de politique étrangère pour le président français. Merci beaucoup, François Durper, d'avoir été Sonia. notre invité. Je rappelle ce livre, L'unité réinventée, les présidents américains face à la nation, sous la coordination et la direction de deux historiens, François Durper et Thomas Negaroff. À bientôt, François. À bientôt. On arrive presque à la fin de cette émission. À suivre, comme d'habitude, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Les ministres eux-mêmes doivent devenir comptables des actes accomplis dans leurs fonctions ordinaires. C'est pour cette raison que je souhaite la suppression de la Cour de justice de la République. Il faudra trouver la bonne organisation, mais nos concitoyens ne comprennent plus pourquoi seuls les ministres pourraient encore disposer d'une juridiction d'exception. C'est le premier discours politique important du président de la République. Il l'a réservé à l'ensemble de la représentation nationale qui, bien au contraire des critiques qu'on a pu entendre, justement montre l'attachement qu'il a pour le Parlement. C'est-à-dire qu'il s'exprime aux Français au travers de ceux qui les représentent à l'Assemblée et au Sénat. Et je pense qu'il y avait besoin d'une expression du président de la République pour rappeler les enjeux qui sont les nôtres et fixer un cap et une trajectoire. Le Conseil économique, social et environnemental doit devenir la chambre du futur, où circuleront toutes les forces vives de la nation. Pour cela, nous devons revoir, tout en réduisant le nombre de ses membres d'un tiers, de fond en comble, les règles de sa représentativité. Celle-ci étant acquise, nous ferons de cette Assemblée le carrefour des consultations publiques, et le seul. D'engagement pris pendant la campagne, décliné aujourd'hui, avec une forme de vision et d'autorité qui lui c'est bien d'habitude et qu'il a aujourd'hui. Il a montré devant le Parlement à la fois qu'il le respectait et que dans le même temps, il engageait le Parlement et le pays dans des réformes profondes dont il a besoin. Nous ne pouvons pas, par exemple, continuer d'affirmer hautement notre attachement au principe de l'asile tout en nous abstenant de réformer en profondeur un système qui, débordé de toutes parts, ne permet pas un traitement humain et juste des demandes de protection émanant d'hommes et femmes menacés par la guerre et la persécution, ce qu'on appelait en 1946 les combattants de la liberté. Des événements d'une exceptionnelle gravité politique sont en train de se dérouler. Et il appartient à cette partie la plus éclairée, la plus intéressée à la compréhension des événements, d'en tirer toutes les leçons. La première est que quand 55% des électeurs et des électrices décident de ne pas aller voter, on n'a pas le droit de dire qu'ils sont fatigués ou indifférents. Ils manifestent une volonté politique qui se résume en un mot, dégagez! Avant de vous donner la parole, je voudrais évoquer un exemple, un symbole, une référence. Simone Veil occupe désormais une place particulière dans notre mémoire nationale. Survivante de la Shoah,
Shoah, elle a su puiser dans les drames qui ont défiguré notre continent et avili l'humanité, une force qui a fait d'elle une actrice déterminante de l'engagement européen de la France. Elle a joué, au terme d'un combat législatif, concret, difficile et victorieux, un rôle considérable pour l'émancipation des femmes. Elle a toujours agi pour la protection des plus fragiles. La vie de Simone Veil témoigne, plus que tout autre, du prix de la liberté, de la difficulté du combat pour l'égalité, de l'impérieuse nécessité de la fraternité. Observons en sa mémoire une minute de silence. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'info. Et je vous retrouve toujours avec plaisir à 22h. Belle fin de soirée à vous.